Il est un domaine où l'histoire se raconte autrement, où il est question de mémoire, d'ombre et de lumière. Un espace où s'élabore un récit qui touche la raison et le cœur, qui nous dit la guerre d'Algérie pour mieux l'affronter ensemble, l'exorciser. Ce lieu, c'est la bande dessinée. Alors là, c'est, je crois que le plus vieux papier que j'ai de l'histoire familiale. Mais là, vous voyez, là on est en 1895, donc ville d'Alger, Sauveur Rouag, donc qui était le fameux fondateur de la cordonnerie et qui est devenu marchand de chaussures. Ça, c'est la lignée, si vous voulez, paternelle de ceux qui venaient d'Espagne. Mais j'ai une autre lignée qui est du côté maternel, qui, eux, venaient du sud de la France, et plus anciennement même d'Alsace. Donc je suis un peu le symbole de tout ce creuset, disons, qui constitue les origines des pieds noirs en Algérie, c'est-à-dire des origines multiples, la plupart du temps du bassin méditerranéen, maltais, italien, espagnol, mais aussi de différentes régions de France, là aussi poussées soit pour des raisons politiques, 1848, 1870, etc. Les indésirables, les chômeurs aussi. 1848, il y a eu un gros contingent de chômeurs qui est parti en Algérie. Et puis les Alsaciens-Lorrains à qui on a donné des terres en compensation de ce qui avait été annexé par l'Allemagne. On leur a dit, allez en Algérie, on vous offrira de quoi recommencer votre vie. Et si toute cette histoire, j'ai eu envie de la raconter, c'est parce que je me suis beaucoup rapproché de mon grand-père maternel et tout ce qu'il me racontait, j'ai demandé l'autorisation de pouvoir l'enregistrer. Il me racontait énormément de choses de son enfance dans le sud algérien et ça a été en fait Les Fils du Sud, l'album Les Fils du Sud, qui était inspiré directement des récits d'enfance de ce grand-père. Et qui me parlait de son père, donc chef de gare, qu'on voit ici en bel uniforme. Mon père était de 1918, donc il a commencé ses études de médecine en 1937, je pense. Et dès 54-55, sa position de médecin lui avait fait voir en fait ce qui est en train de se passer, et notamment c'est lui qui m'a parlé en premier des nez coupés, c'est-à-dire ces mesures de rétorsion contre les musulmans qui refusaient d'obtempérer au mot d'ordre du FLN sur l'interdiction de fumer, de boire la nisette, etc. Et les contrevenants étaient châtiés au rasoir, donc nez coupé, oreilles coupées, lèvres coupées aussi parfois. Et mon père a vu ça. Et ça, évidemment, ça secoue quand on est médecin, quand on voit ça et qu'on nous dit non mais c'est rien, c'est une petite rébellion, on va mater ça comme d'habitude. Il avait vu que c'était quelque chose qui allait probablement prendre beaucoup d'ampleur. Il y a eu un attentat au fameux magasin de chaussures en question, où l'employé a été tué, mon oncle a été grièvement blessé. Enfin bon, il y a des choses quand même assez lourdes et traumatisantes, disons. Et surtout, c'était le moment où le Maroc et la Tunisie étaient en train d'obtenir l'indépendance. Donc mon père a préféré... moi, je venais de naître, et il a préféré mettre sa famille à l'abri, et donc partir d'Algérie, où il n'a jamais remis les pieds, en fait. En me disant, moi, j'ai tourné la page, et l'Algérie, pour moi, c'est mes 20 ans, et donc c'est la coupure est définitive. Dans le bleuté. Espèce de gris un peu sale, un peu... Parce que dans cette scène-là, on va avoir évidemment des habitants du bidonville, viennent en majorité d'Algérie et sont, j'allais dire, dépaysés à tous les sens du terme, y compris du point de vue météorologique. On diffuse le gris un peu poisseux. Donc là, on est au mois de janvier, on est dans les bidonvilles de Nanterre. Je crois que les derniers bidonvilles ont été éliminés dans les années 70, mais j'avais aussi envie d'en faire mention parce que c'est une des
composante aussi de cette population algérienne qui est venue travailler en France, même dès avant la guerre d'Algérie, mais massivement pendant et après la guerre d'Algérie. Et on voit très bien d'ailleurs de quelle manière ce bidonville, peu à peu, va être supprimé au profit de constructions de tours, de cités. Les bidonvilles de Nanterre ont été remplacés par des cités HLM. C'était à la fois de parler de l'Algérie après 62, mais aussi de parler de la France après 62 avec cette composante historique. Qu'est-ce que ça nous a fait d'avoir eu cette guerre d'Algérie? Bon, ben, ça commence à prendre forme. C'est un peu le problème dans les familles maghrébines et algériennes. On parle de rien. Rien. Il faut aller interroger l'oncle en Algérie pour savoir un peu comment ça se passait ici. Non, c'est un gros tabou hein, dans les familles, les discussions sur la guerre d'Algérie, mais aussi sur le passé. D'où peut-être, ce désir de dessin. Pourquoi je dessine? Pour plein de raisons, bien sûr. Mais peut-être que là, j'ai trouvé un lieu que je n'ai pas trouvé en France. Où je peux déposer mes rêves, mes névroses, tout ce que je veux. Quand je suis arrivé à Marseille, par exemple au centre-ville, je ne comprenais rien, absolument rien avec la population algérienne d'ici, là, du centre-ville. La langue, ils parlaient arabe, le rapport au pays, très fort. Tandis que dans les quartiers nord, il n'y avait pas du tout ça. Il y avait une rupture avec le pays d'origine. Il y avait une rupture avec la langue aussi. Par exemple, les copains de mon âge qui étaient nés en Algérie, qui ont grandi ici, qui sont venus à l'âge de 5-6 ans. Cette partie de notre vie, on ne l'évoquait jamais entre nous, parce que nous étions petits, parce que nous étions au fond. Et on avait tous des surnoms, comme si nous étions baptisés une nouvelle fois dans un autre lieu, celui des quartiers, de la cité. Et c'était aussi sans doute pour dire que l'histoire, elle commençait ici et maintenant. Et sans doute avec une autre identité. Puisque quand on quitte une rive et qu'on va vers l'autre rive, on devient forcément quelqu'un d'autre. D'où cette phrase en exergue dans ce pays qui est le vôtre, à la jeunesse perdue de la cité. J'ai connu des amis ici dont leur père avait fait la guerre contre la France et qui disaient à leurs enfants « Devenez français, ne restez pas avec une carte de séjour, etc. » Ça, on en parle très peu, c'est quand même très fort qu'un père qui dise à son fils deviens français, et celui que j'ai combattu autrefois. Tu préfères que je souris Mais non, mais... ou que, Moi, je me prenne débrouille. un regard terrible? Je me débrouille. Tu te débrouilles. Ouais. Tu m'arranges à ta façon, quoi. Ah bah oui, mais Ah. là,
Et moi, j'étais comme toi. Hein, je ne connaissais pas la guerre d'Algérie. Oui, là, c'est ça. Je ne savais pas grand-chose. Je savais qu'il y avait une guerre quand même. C'était un maintien de l'ordre à l'époque. Mais j'étais comme toi, j'ai été une page blanche. Ça n'empêche pas que tu traduis, en effet, ta pensée, ta sensibilité d'un homme de 20 ans avec ses doutes. Hein, c'est ça qui est intéressant. Tu n'es pas là en héros. Ah non, non, je n'étais pas le héros, j'étais un soldat. Bah, c'est le jeu de la lumière, de l'ombre de la lumière qui renvoie en effet à ce que tu as vu, à cette lumière algérienne. Et puis, ça peut renvoyer, en tout cas, moi je le pense comme ça, à la mémoire. C'est-à-dire qu'on se projette un petit peu exactement comme des photos en noir et blanc ou en sépia. Hein, il y a des jeux de gris chaud, de gris froid. Et c'est vrai aussi qu'avec le noir et blanc, tu n'es pas dans une tendance hollywoodienne où tu ne vois pas les vrais dessins et tu es capté par la lumière des montagnes et des couleurs. Là, les couleurs ne te troublent pas. Oui, bah c'est le côté c'est clair-obscur, quoi, un petit peu. C'est ça aussi. Je pense qu'il ne faut pas tout dire, en fait. Il faut toujours laisser quelque chose d'ouvert. Et c'est pareil dans ton récit, tu ouvres beaucoup de portes. Ouais. Et je pense qu'en bande dessinée, c'est la même chose. Hein. Ah, ça, c'est Cherchel. Une place magnifique, sous le soleil. Mais moi-même, comme tous mes camarades, je me suis aperçu qu'ils ne prenaient aucune photo belliqueuse, de drame, d'engin militaire. Ça, c'était exclu de notre pensée. Alors, c'était exclu des photos. Voilà. Et c'est aussi bien comme ça. Alors voilà, là on passe au plateau. Là on finit le tourisme. Hein. Enfin, ce que vous pouvez appeler vous le tourisme. Ah ouais, là c'est le malheur qui commence. Mais là, quand tu marches là, que tu vois quelqu'un qui avance, qui est-ce? Est-ce que c'est un paysan qui s'en va pour gratter son champ? Il avance encore. Il se rapproche. Qui est-ce? Tu vas pas descendre un mec comme ça. C'est l'angoisse permanente. Et il y en a un deuxième qui arrive. Tu te dis, c'est... Voilà. Les paysans vont aussi au champ. Et c'est ça, c'est l'angoisse, l'angoisse, l'angoisse. Tu vis presque au jour le jour. Car l'événement peut arriver sans que tu t'y attendes. Quand j'ai pas d'idée, disons que c'est comme ça, on n'a pas tous les jours des idées, et tant mieux. Donc je prends une feuille et je barbouille avec de la peinture à l'huile. Et dans un premier temps, disons que le sujet, c'est d'abord la matière et le noir et blanc et les gris. Le blanc, c'est celui de la feuille.
Le noir, c'est celui que j'achète. Et ce que j'invente, c'est ce qui est entre le blanc et le noir. Entre l'ombre et la lumière, entre la naissance et la mort, c'est-à-dire la vie. Qu'est-ce que c'est qu'une identité de dessinateur? C'est tout simplement quelque chose qu'on fait, qui nous habite, etc. Et que les autres ne font pas. Ça nous différencie des autres et en même temps, ça nous fait peur. À travers le dessin, je retrouvais des choses que je ne pouvais pas retrouver à la maison ou dans la cité, 36 mètres carrés. Où trouver du silence quand on est à neuf dans un même espace? Comment retrouver des choses qu'on retrouve dans le dessin, la concentration, le mutisme, le silence, etc. Il n'y avait que la feuille qui pouvait me donner ça. Il y a l'atelier de Camille Claudel, où il y a cette phrase « Il y a toujours quelque chose d'absent qui me tourmente ». Je trouvais que cette phrase résumait à la fois tout le bouquin, mais pas seulement le bouquin, elle peut résumer tout notre siècle passé et à venir. Nous sommes toujours pris par le manque. Toujours le même thème qui revient chez moi depuis la première bande dessinée, c'est l'errance. La déambulation d'un personnage solitaire et la difficulté aussi à rentrer en contact avec les autres. Alors voilà. Je remonte le cours du fleuve sur l'autre rive. Des traînées humides de ténèbres, de brume s'infiltrent à sa surface, recouvrent les quais, montent doucement jusqu'au pied des immeubles. Son image se dessine à traits de feu et se lève devant moi. Je reviens sur mes pas le long des quais de la Seine et j'entends à nouveau sa rumeur qui me vient en aval, les cris enfuis dans ses eaux épaisses. La nuit, à l'odeur des eaux qui ne dorment pas. Ce soir, pas même une étoile qui brille, un éclair de lune ou une lumière oubliée. Le fleuve ne réfléchit que noirceur et ressemble à du goudron. Je m'arrête sur le quai du pont Saint-Michel. Je me penche au-dessus de ce vide obscur et jette une pierre comme une étoile décrivant un arc de feu qui tombe dans un abîme sans fond, d'où s'échappent des cercles rapides et vibrants, de plus en plus larges, de plus en plus immenses. Des noms silencieux, tachetés de sang, remontent sans bruit à la surface et se laissent dériver au gré du courant. À la dérive, qu'elle flotte ici ou là, sur un pneu gonflable ou sur une planche de bois, ce sont toujours les mêmes destinés à la dérive. Voilà un peu le passage sur le 17 octobre. C'est quand même un événement sous la Ve République où jamais la police, d'une manière si organisée, si nombreuse, a massacré autant de gens. En plein cœur de Paris. Et y revenir aussi parce que je vois aussi comme ça, à droite et à gauche, souvent, il y a une confusion entre le 17 octobre 61 et le massacre de Charonne. Il y a un événement qui a occulté l'autre. Je pense parce que le métro de Charonne, la classe ouvrière est descendue dans la rue, le Parti communiste. Il y a eu des grosses manifs, etc. Et ce qui a permis d'imprimer l'événement.
Et donc à l'époque, c'était Maurice Papon qui dirigeait les opérations. Et au lieu d'avoir des noms, nous avons des visages ici. Voilà, on arrive devant le 57 rue de Charonne. On n'habitait pas de ce côté-ci, mais une aile sur la cour. Donc un tout petit 2 pièces. Les toilettes, même pas sur le palier, mais à l'étage au-dessus. À 4 dans 22-23 mètres carrés, quoi. Donc des conditions de vie qui n'étaient pas si rares que ça dans le Paris de ces années-là, mais qui maintenant peut sembler très très martien. Charonne, Charonne. Tu sais comment c'est dans le cerveau d'un enfant. Le même nom. Mais comment? Mais pourquoi? Charonne, c'est là où j'habite, c'est ma maison. Manifestation, des gens qui meurent dans un escalier de métro. Voilà, donc je suppose que ma mère débouche sur le boulevard Voltaire à cette hauteur-là. Donc là, il y a un cortège ici. Il y a un cortège qui vient de la place Voltaire. La place Voltaire est de ce côté-ci, le métro Charonne de ce côté-là. Et plus ou moins au moment où elle débouche ici, des policiers commencent à charger depuis la place Voltaire. Il y avait des gens empilés depuis le sol de la station, là, jusqu'au niveau du trottoir. Et donc des policiers qui avaient pris des tables de bistrot et qui les jetaient sur les gens. Les grilles en fonte au pied des arbres. Il n'y en a plus ici, mais bon, à l'époque, tous les arbres avaient des grilles en fonte. Jetés à la verticale, et non pas à plat, sur les 3 entrées. Au moment où je cherchais précisément à représenter cette scène, où je n'avais pas encore trouvé la solution pour représenter la scène de la chute dans l'escalier, je m'étais souvenu de ces dessins qui sont assez étonnants, où on a des personnages qui sont des anges déchus ou quelque chose comme ça, figures nues précipitées dans le vide. Et je m'étais dit, pourquoi pas m'inspirer de ces poses qui sont quand même inhabituelles. Aussi, l'intérêt du noir et blanc, en particulier dans ce livre, c'est que le noir m'a servi à dessiner les ombres, bien sûr, mais aussi le sang. Si c'était en couleur, ça ne serait pas possible. Alors que là, d'avoir la même couleur, le noir, pour le sang, pour le vêtement des CRS. Donc là, par exemple, si je fais des taches, c'est du sang. Enfin, tout le monde va comprendre que c'est du sang. Mais c'est la même couleur que la contre-marche et la chaussure, ou peut-être l'ombre du gars. Donc là, peut-être que dans une première version de cette image-là, si je l'avais gardée, j'aurais fait un truc très sanguinolent avec du noir en dessous. Alors, ou peut-être l'ombre du gars, une ombre dramatique, alors que c'est pas du tout éclairé comme ça, une bouche de métro. Avec un truc qui, voilà, comme ça, quelque chose comme ça. C'est le danger gore, le danger kitsch et le danger « ah, que c'est beau, finalement ». Et ça, pas question, quoi. Donc, le noir aussi, ça me permet de ne pas entrer dans le détail du crâne fracassé, quoi. Où commence l'ombre, où commence le sang. Voilà. Donc, voilà une image inédite de Charonne Boukadir.
Évidemment, moi, fils de pied noir, logiquement, j'aurais dû raconter comment dire, le défense et illustration de la colonisation, l'œuvre positive, je ne sais quoi, de la colonisation. Si je me fiais, si vous voulez, aux témoignages qui étaient ceux de mon entourage proche, c'est-à-dire des gens qui regrettaient, a priori, d'une certaine façon, ce qu'ils avaient perdu en étant obligés de quitter l'Algérie. Et ça, dès le début, je me suis refusé à le faire, parce que je me suis dit, ça n'aura aucun intérêt, ça ne va convaincre que ceux qui sont déjà convaincus et partie prenante. Et ce qui me semblait au contraire intéressant, c'était que de toute façon, pour pouvoir essayer de comprendre toute cette histoire-là, il fallait remonter à l'origine, c'est-à-dire qu'est-ce qu'avait été la conquête, comment est-ce qu'elle avait été accompagnée, notamment par les peintres orientalistes. Et moi, c'est cet angle-là qui m'intéressait aussi, c'est-à-dire la manière dont ça a été représenté aussi à l'époque par ceux qui fournissaient les images de cette histoire. La photographie n'existait pas au début de la conquête, donc c'est les peintres qui accompagnaient les expéditions militaires, ou des peintres, j'allais dire, touristes, et qui ramenaient des images, et souvent des images sources de fantasmes, sources comment dire, oui, d'exotisme, enfin, qui pouvaient évidemment, confrontés à la réalité, être assez décalés. C'est ça qui a produit aussi tout un imaginaire sur la colonisation, sur l'entreprise coloniale, puisque ce mouvement artistique a été d'une certaine façon la courroie de transmission de l'entreprise coloniale. Alors, il y a un tableau qui m'avait beaucoup frappé depuis longtemps parce que c'était une vue du fort, vue du rivage, vue de la plage. Et les personnages qui étaient présents dans ce tableau, c'était des Arabes, des Kabyles, enfin des Algériens, comme on dit aujourd'hui et comme on ne disait pas encore à l'époque, qui étaient en fait les détenus, les prisonniers de la conquête, en fait, et qui avaient été déportés ici sur l'île Sainte-Marguerite. Et les personnages étaient effectivement en burnous, en babouche, avec les turbans, etc. Donc vraiment, à la fois l'imagerie orientaliste que j'avais pu voir dans tous les tableaux qui m'avaient inspiré dans mes premiers carnets d'Orient, et puis ce lieu qui était de ce côté-ci de la mer, c'est-à-dire du côté français, puisque là on est en face de la ville de Cannes, et c'était un lieu finalement de détention, c'était un dépôt, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire une prison militaire. L'histoire des captifs algériens sur l'île de Sainte-Marguerite témoigne de cette avancée des conquêtes, qui à chaque fois qu'il y avait des soulèvements, il y avait une répression militaire, et les meneurs, disons, étaient capturés pour être emprisonnés loin de leur terre, quoi. Pour moi, ça a toujours été un petit peu l'espèce de lien, de liaison, disons, par le paysage et par la géographie, si on veut, et la similitude qu'il y a entre ces deux rives de la Méditerranée. On pourrait être sur ce tableau, vous voyez, sur une plage de Kabylie avec les sommets enneigés au fond. Il y avait souvent de la part des peintres un travail effectif sur place, c'est-à-dire des carnets, des esquisses, des aquarelles justement. Et ils étaient tous à la recherche de cette lumière particulière du sud avec... finalement, c'est pas tant une question de couleur, c'est plutôt une question de lumière. Et évidemment, l'aquarelle est assez appropriée à cet exercice. Il y avait à donner à voir au grand public, qui n'avait jamais mis les pieds dans ces contrées-là, et de lui donner une vision effectivement assez fantasmée, c'est-à-dire des femmes dénudées, des cavalcades de fantasia, des grands espaces, le désert, l'appel du désert, etc. Puis aussi, c'était l'idée qu'on avait vaincu des populations, disons, rebelles pour implanter dans ces pays notre civilisation, notre culture, nos lumières, entre guillemets, tout ça. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit beaucoup dans ces cartes postales les petits métiers, la rue. On ne voit pas d'image de guerriers qui soient hostiles, si vous voulez, à la présence française. Il devrait être là. Il y a un bordel là-dedans. Alors, je crois que la première gueule d'arabe que j'ai dessinée, c'est Abdullah,
qui était très très stylisé à l'époque. Alors, c'était une véritable interrogation, parce que comment dessiner un arabe dans la diversité? Parce qu'à l'époque, je veux dire, souvent, quand on dessinait un arabe, on disait, bon, le noir, l'auteur avait tendance à vider la bouteille d'encre de Chine, hein, et l'arabe, c'était mais le gris. Donc, Mokhtar, ce personnage qui est donc qui est lui le cousin Arki. En fait, le cousin Arki, c'est toute cette histoire des Algériens qui sont battus pour la France et qui sont considérés comme des traîtres, bien sûr. Alors que non, l'Algérie était française. Et c'est pas des collabos. J'étais perçu par la communauté comme un harki, bien sûr. Et comme j'étais perçu comme un harki, je devais, alors que je n'étais pas harki. Tu vois, la question n'est pas là, donc j'étais perçu comme un harki. Mais je le vivais quand même avec une douleur à l'époque. C'était plus par le phénomène de rejet, me sentir rejeté, qui me faisait mal. Ce qui était important, c'est de dessiner des Maghrébins qui aient chacun leur spécificité. Que ce soit lisible, c'est Hergé qui disait qu'une bande dessinée doit être lisible. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Hein. Et donc, comment rendre une bande dessinée lisible? C'est important que le lecteur différencie les personnages immédiatement. Quand j'étais petit, être arabe, c'était un gros mot, quoi. C'était un gros mot. Et tu grandis en étant un gros mot, donc toute ta vie, après, ça va être la grande lessive, quelque part, tu vois. Mais il en reste toujours quelque chose. Moi, j'ai appris, après, à jouer. J'ai fait des gags sur Abdullah au début. Je jouais avec les péjoratifs, Bico, Bougnou, le raton, Crou. Ils faisaient ça pour exorciser tout ça. Hein. Et puis, je peux jouer avec ça, j'en parle avec tous mes potes, je veux dire, on jouait sur les préjugés avec mes potes juifs et mes potes noirs, tout ça. On s'est toujours amusé, mes potes rebeux, sur les préjugés, tous les trucs comme ça. Mais je me marre, mais dans la rue, il suffit que j'entende une insulte raciste, faite sur n'importe qui, et je suis plaqué, immobilisé. Et d'un coup, sans mot, muet, je redeviens le gamin qui a subi le racisme. Je ne peux plus rien dire. Je suis complètement... Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est important. On pourrait aussi imaginer tout à fait un immigré, je veux dire, ce qu'on voit dans le genre. Aujourd'hui, on dit par exemple que les Kabyles, on les reconnaît parce qu'ils ont les yeux clairs, la peau claire. Donc on pourrait très bien imaginer, aujourd'hui, un Maghrébin qui soit blond. Hein. Dire, ce n'est pas rare du tout. Hein. Moi, j'en suis la preuve. Ça, c'est plus blanc que ça, tu meurs. Donc, c'est vraiment... Hein, et c'est ce qui est intéressant. En fait, c'est tout un discours sur l'altérité. Comment est l'autre? Bon, c'est vrai qu'on a besoin que l'autre soit différent, parce que c'est bien plus romanesque s'il est différent. Si l'autre est semblable, c'est moins intéressant. Mais ce qui est... La boucle, finalement, c'est comment moi, je suis perçu parfois comme un Français. Et ça, je me souviens, il y a 2-3 ans de ça, je suis dans la rue Ribéval et je vois un jeune homme, probablement sénégalais, je suppose. Il me dit, tel numéro à la rue Ribéval, je dis cela, il me dit, il parlait pas très bien français, il me dit, il y a un cours de français. J'arrive, je lui dis, ah oui, tiens, je ne savais pas qu'il y avait une école de français là. Je vois le numéro, je regarde, je lui dis, c'est là. Je dis, ah oui, effectivement, il y a une plaque, il y a des cours de français. Mais je dis, vous êtes arrivé. Et il me dit, ah non, mais j'ai compris en fait qu'il venait en éclaireur. Ça commençait que le lendemain. Il venait en éclaireur pour pas arriver en retard le lendemain. Ça m'a tellement ému, il s'est éloigné. Et d'un coup, je l'ai appelé, je lui dis, soyez le bienvenu en France. Le mec, il était à la limite, mais décalé, en sanglots. Il n'y avait personne qui lui avait souhaité la bienvenue. Et à ce moment précis, pour lui, j'étais vraiment un Français. Tu vois, j'étais un Français qui l'accueillait, qui lui disait soyez le bienvenu en France. Et à ce moment, je veux dire, j'étais vraiment... Et là, à ce moment précis, je suis vraiment fier d'être Français. Tu vois, être Français, c'est ça pour moi.
Les objets du quotidien, là, ça m'intéresse parce que c'est des bouts, c'est des morceaux de vie, en fait. Des enfants ont dû jouer avec ce ballon en cuir dont on perçoit là simplement une peau dégonflée. Là, et voilà, il y a quelque chose de très poétique. Ouais, c'est quasiment des sculptures aussi, quoi. Alors c'est pas tellement le dessin en lui-même qui est intéressant, c'est plus pour moi c'est un travail de laboratoire, quoi. C'est un travail d'échauffement, de préparation, qui me fait rentrer dans l'histoire, quoi. Je rentre par le biais des traces, en fait. Et là, le vécu d'une chaussure, ouais, c'est toujours assez fort. Hein. Oui, là, c'est de l'archéologie contemporaine. Hein. Il y avait la carte d'identité de Harki, là, que je trouvais qu'elle était intéressante. Donc là, tout m'intéresse. C'est-à-dire que là, on a un document scientifique, en fait, enfin, identitaire. Je ne savais pas que ça existait, qu'il y avait une carte d'identité de Harki. Je découvre en néophyte les Harkis, parce que dans Soleil brûlant en Algérie, avec Alexandre Tikhomirov, il y a la question des Harkis n'est pas du tout abordée. Et moi, dans tout projet, j'aime bien arriver comme ça, sans avoir forcément de lien, de filiation, ou de lien de connaissance particulière. Et du coup, j'y vais à fond. Ça me permet de jouer l'immersion. La question de l'identité, je pense qu'elle est importante, là. C'est sympa. Et c'est vrai que ce matin, j'ai écouté le témoignage de Mohamed, qui racontait en effet des pièces de 25 mètres carrés où ils étaient 5 ou 6 dans la même pièce, quoi, parents-enfants. Parce que, voilà, il raconte qu'il est parti d'Algérie donc en portant son petit frère. Et puis, il y a sa vie ensuite dans le camp de Rizal, je trouve, qui est assez touchante parce qu'il parle là, Mohamed était enfant, il avait 7 ans, donc il devait jouer autour, voilà, ces espaces qui aujourd'hui sont vides, complètement déshumanisés. J'imagine qu'à l'époque, il devait y avoir une vie, il devait y avoir des odeurs, on faisait de la cuisine, voilà. Il disait, je cherche à oublier, et ça a fait écho à ce que m'a dit Alexandre Tikhomirov, hein, et pourtant c'est pas du tout le même statut. Alexandre était appelé du contingent. Et il m'a toujours dit, quand il a écrit ses mémoires d'appelé, que voilà, il a écrit ça pour faire ressortir ce qu'il avait dans sa mémoire, mais aussi pour effacer les choses de sa mémoire. Et voilà, je trouve qu'il y a un écho sur des gens qui ont subi, en tout cas, quelque chose. L'un étant français et l'autre né en Algérie, donc avec cette difficulté là pour les Harkis d'être, voilà, Mohamed le dit, il s'est senti déraciné finalement dans les deux sens, parce qu'en venant en France, il n'a pas reçu l'accueil ou la reconnaissance je pense qu'il aurait aimé recevoir, quoi. Il a été un étranger et côté algérien, il n'est jamais retourné en Algérie. Je ne crois pas, à ma connaissance, je ne crois pas. En tout cas, dans l'entretien, il dit qu'il ne cherche pas à y retourner, quoi. Par peur de représailles. Même à l'époque de l'entretien, c'est 50 ans après. Même 50 ans après, il en parle encore. Alors, il parle avant son départ, c'est-à-dire il parle de l'Algérie juste avant son départ, et il dit que ce qu'il a retenu de l'Algérie, déjà il veut l'effacer de sa mémoire. Et donc ça, c'est assez touchant, hein,
pour quelqu'un qui est né dans un pays de dire j'efface ce pays de ma mémoire. Et je pense qu'ils veulent l'effacer parce qu'il dit que ce qui retient de l'Algérie jusqu'à ses 7 ans, c'est de la violence et de la peur. Et il y a l'histoire de son chien, là, avec lequel il dormait, qui était vraiment son camarade, son petit frère, qui se fait tuer par les félagas. Donc ça, c'est des épisodes assez, extrêmement durs. Donc, comment traiter de sujets, délicats, qui ont un rapport avec des combats, avec de la violence, et qui ont des répercussions encore aujourd'hui. Enfin, la guerre d'Algérie, on le voit, qu'il y a beaucoup de choses encore pas réglées. Hein, il y a des choses encore taboues. Je vais essayer de faire vivre un peu plus, donner plus de solidité au bâtiment, là. Alors là, ce sont les lieux 60 ans après, donc on a la végétation qui est là, il ne faut pas renier l'aspect contemporain, c'est-à-dire que je ne cherche pas à remonter le temps non plus, à faire une image d'Épinal, entre guillemets, du camp. C'est le camp vu aujourd'hui, en 2021, voilà. Qu'est-ce qu'il est aujourd'hui? Parce que maintenant, c'est un espace de mémoire. On a les fenêtres. Il y a quelques années, ma fille aînée m'a posé cette question. Elle m'a dit, mais elle a connu mon père qui est décédé. Et elle me disait, mais papy, il était quoi? Alors, il était arabe, il était français, parce qu'elle savait pour l'Algérie. Alors, je lui dis, mais bah non, il était français. Mais ouais, mais pourquoi c'était l'Algérie? Enfin, elle comprenait pas bien d'où on venait, comment tout ça se faisait. Et donc, je me suis mis un petit peu à ce moment charnière de ma vie aussi, où pour se construire et continuer à se construire, il faut savoir vraiment d'où on vient. Et ça a été pour moi un espèce de déclic, de déclencheur à aller rechercher un petit peu plus loin. Et voilà, donc la jeunesse, c'était ça, c'était une histoire de transmission. Les dimanches, quand on allait manger avec mes parents chez mon grand-père et ma grand-mère, le dimanche, c'était le couscous. Et alors là, c'était à chaque fois le discours de l'Algérie, des regrets d'un pays qu'on a laissé, d'un territoire qui était à nous, qui nous a été retiré, etc., revenait sur le tapis. Alors, moi, je comprenais rien, tu vois, c'était quelque chose, j'entendais mon père qui disait « Oui, mais tu comprends, non, c'était pas notre pays, mon machin. » Mon grand-père, il disait « Mais c'est nous, on a tout construit là-bas. » Il y avait ces échanges assez passionnels tous les dimanches autour du couscous, donc c'est quand même un peu... tu sais, quand tu grandis, tu te dis « Mais c'est quand même des choses un peu particulières. » Et effectivement, j'avais besoin de comprendre tout ça, parce que j'ai des souvenirs, mais pas d'explications, et puis, comme je le dis dans la bande dessinée, tout le monde est décédé, en fait. Il n'y a plus personne. Enfin, il reste ma tante, mais qui est assez avare, finalement, de choses, parce qu'il y a toujours, même 50 ans après, beaucoup de rancœur, de non-dits, de choses qui sont restées en travers de la gorge, et qui... Voilà. Donc, j'avais besoin de comprendre tout ça. Quand je me suis rendu sur place pour voir les traces tangibles, en fait, et physiques de la famille, bon, il y avait plusieurs choses. Il y avait effectivement, j'avais un petit peu enquêté, j'avais des photos aussi de la maison qu'ils habitaient, du cinéma, puisque mon grand-père a construit, il avait un rêve de gamin avec son frère, c'était d'avoir un cinéma. Et ils ont construit un des plus grands cinémas de l'Est algérien, l'ABC. Qui existe toujours, que j'ai visité. Donc j'avais plein d'archives. Alors, il y a un truc qui est absolument incroyable. À un moment donné, je me retrouve dans un quartier à Constantine avec la photo d'un immeuble. Et puis à ce moment-là, il y a un type qui arrive, un Algérien, et qui me dit vous avez habité là, vous? Alors je dis ben non, je suis un peu jeune, quoi, pour avoir habité dans cet immeuble. Et je dis mais c'est mon grand-père qui a construit cet immeuble. Il me regarde comme c'est fait. Vous êtes un Alessandra, vous?
Là, je tombe des nues, quoi. Enfin, vous avez le type, je le connais pas, je l'ai jamais vu, et il sait comment je m'appelle. Alors, je dis, bah oui, mais comment vous savez? Il me dit, ah, mais vous, Alessandra, ici, c'était les architectes, hein, ils faisaient tous les trucs. Alors là, votre cousin, il avait son atelier, le cabinet d'architecture, il était là en bas. Et le type commence à me montrer les trucs et à me guider un petit peu dans la ville pour montrer d'autres immeubles, etc. Donc c'est un moment hyper fort dans ce livre, parce que c'était un moment hyper fort dans ma vie, quoi, et dans ce voyage. Alors déjà, on va positionner le personnage. Donc le personnage, c'est censé être moi, voilà. Un petit peu la barbe de 3 jours aussi, ça fait baroudeur en Algérie. Donc les plis de la chemise. Voilà. Ouais, bah, on n'est pas tout à fait comme ça, puis il y a du... De toute façon, ça, c'est de la pierre de taille. Hein. Les ponts, c'est assez symbolique hein, de Constantine. Hein. C'est vraiment... c'est la ville au pont, hein, vraiment. Alors, on attaque comme ça. Et puis là, on a la pierre. Après, je reviendrai, mais c'est la première base qui me permet de faire mon ciel qui ne soit pas un bleu tout basique. Ça permet de mélanger les deux, là, et de donner une belle transition colorielle. On va faire un petit gris coloré, là, un petit gris bleu. Ça change vraiment, une fois qu'on applique les ombres, ça change vraiment tout sur le dessin. Et là, tout de suite, on voit bien le volume arriver, là. Hein. J'adore cette phase. En fait, c'est ma phase préférée, c'est poser les ombres ensuite. Dans l'aquarelle, parce que c'est là que le dessin prend véritablement vie. Voilà. Toc, voilà, petit détail. Bon, il s'agit juste de faire quelques petits détails pour redonner du volume, mais grosso modo, le dessin est là. Hein. Je vais remettre un peu de bleu pour l'arrière-plan. C'est ce qu'on appelle la perspective atmosphérique, c'est-à-dire plus on n'a pas les mêmes tonalités, plus c'est loin, plus c'est froid. Donc l'œil, et puis c'est un petit truc de dessin, quoi, hein, donner une profondeur, un éloignement et cette fameuse perspective par la couleur. J'avais terminé toute ma série précédente dans les carnets d'Orient avec Octave, donc, qui était un des personnages principaux, qui quittait l'Algérie sur un bateau avec sa mère. Et il lui fait une promesse, il dit « mais on reviendra, je te le promets ». Et puis, je me dis, qu'est-ce que je fais de cette promesse? Est-ce qu'il revient? Est-ce qu'il revient avec sa mère? Est-ce qu'il revient sans elle? Est-ce qu'il revient pas du tout? Et finalement, pour elle, l'Algérie, c'est le lieu où elle a vécu et où elle veut être enterrée. Entre les pieds noirs et leurs descendants, entre les immigrés et leurs descendants, entre les appelés qui ont été tout au long de la guerre d'Algérie, plus d'1 million, même presque 1,5 million, je crois, d'appelés qui ont fait leur service en Algérie, ça fait beaucoup de monde concerné par cette histoire-là. Donc oui, dire qu'on est tous les enfants d'Algérie, c'est une manière de raccourci, disons, pour faire bien comprendre que c'est quand même très central dans la... Enfin, c'est pas quelque chose qu'on peut écarter en disant ça n'existe pas, et c'est une histoire qui est arrangée, disons, au rang des archives, parce que c'est dans l'oubli, dans le silence, il y a quelque chose aussi qui fait que ce n'est pas résolu, et ça intervient comme un poison, en fait. Le fait de pouvoir dire aussi les choses, ça permet d'aller de l'avant, de reconnaître aussi ce qui s'est passé, mais j'allais dire des deux côtés, c'est-à-dire là aussi ne pas être borgne sur uniquement les méfaits qui auraient été commis par une partie des intervenants, et qui absoudrait le camp adverse de toute infamie, de tout acte répréhensible.
faire de vagues, مواجهي ما تتهولش ne pas faire de مواجهي ما vagues. تتهولش Quand sur ma peau كي وقتي glisse le temps, زمانو glissent les hommes et leurs chimères, رجال عرفتي وهم d'un continent à l'autre, نقرر وقتها d'un من tu verras là-bas, ce sera mieux, لهيك خير مهنا d'un rêve au prochain. Je suis la terre du milieu, Méditerranée. La terre que l'on ne peut accoster, que l'on ne peut quitter, juste un boulevard à franchir. Je ne suis pas la mer à boire et pourtant je coule de source. Je suis la terre des justes, milieu. Et j'en ai vu des bateaux ivres et leurs cargaisons de songes, les rêves plus gros que le ventre et l'espoir à fond de cale. J'ai vu aussi des bateaux livres s'inventer des histoires vraies, des romances à l'eau de rose, et qui sur moi jetaient leur encre, comme un fleuve en fin de course, à bout de souffle, à bout de souffle. كيما أرض الوسط Méditerranée.